Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver. C'est Marc Proulx à la COP, c'est la 44e édition de la COP, ça a l'air de rien, là. Et c'est la 3e année en ligne que je suis là. Moi, c'est un retour pour moi. Et c'est la 3e année de présence à la COPS aussi de la gang de Balado Pédago. Alors, on est ici pendant les 3 jours. On s'est installé ce matin. Vous ne pouvez pas nous manquer. On est directement à l'entrée, en haut de l'escalier. Et on enregistre des balados, puis on jase avec tout le monde. On va vous parler de balado, on va vous parler de ce que vous pouvez faire en écoutant les épisodes de balado qui parlent de pédagogie, parce que c'est ça, Balado Pédago. C'est une gang de crinqués qui font de la balado pour parler de pédagogie. Je me permets de rappeler en commençant que mon balado à moi, c'est la pédagogie du cœur et que j'ai un présentateur cette année. C'est fantastique. C'est Cybercap que je remercie du fond du cœur puisqu'on parle de pédagogie du cœur. Et là, aujourd'hui, j'ai un invité. Là. Je ne parlerai pas tout seul tout le long comme ça. Là. J'ai Alexandre Audette qui est avec moi. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi-même, Alexandre? Excellent. Hey, Alexandre, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Pour mettre les gens en contexte, là, moi, je suis un fouineux de LinkedIn puis de toutes les plateformes où on entend parler de plein de trucs. Puis à un moment donné, je vois passer une publication. Je me souviens pas si c'était ta publication ou la publication de quelqu'un d'autre, mais tu avais un billet de blog qui s'intitulait « Ce qui compte le plus ne se compte pas ». Oui. Ça, c'était en février dernier, le 22 février 2026 sur ton blog, le blog du prof Audette. Et là, je suis tombé là-dessus, j'ai lu ça, puis j'ai dit, voyons, comment ça que je connais pas ce gars-là? C'est bien intéressant, tout ce qu'il dit, c'est bien génial. J'ai repartagé ta publication, on s'est écrit, et j'ai dit, là, il faudrait qu'on se parle, tant qu'à faire. Ouais, oui. Et on règle ça aujourd'hui, on se parle, et en plus, on enregistre le tout. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es à la COPS aujourd'hui. Est-ce que tu es un habitué de la COPS aussi? En fait, c'est ma 3e fois, mais la dernière fois que je suis venu, c'était en 2017. Fait que c'était comme une autre vie quasiment. Oui. Tu vois, moi, c'est ça. Moi, quand je suis revenu il y a 3 ans, ça faisait une 12aine d'années que je n'avais pas mis les pieds ici. Et je suis venu comme spectateur il y a 3 ans. Là. Il y a 4 ans, c'est pas vrai maintenant, c'est il y a 4 ans parce que là, c'est ma 3e année que j'anime. Donc, ça fait déjà 4 fois en ligne là, que je viens. Mais mon Dieu, que je m'étais ennuyé de ça. C'est fantastique. Là. Oui, c'est toujours super enrichissant de rencontrer du monde, parler à du monde. Les discussions qu'on a autour des tables dans les ateliers, c'est pour ça qu'on vient, là, vraiment. Là. Tout à fait. Alors, pour les gens qui se demandent là, comment ça que je parle avec Alexandre Audet, là, corrige-moi si je me trompe. Alexandre Audet, tu es enseignant à Ottawa en 7e année dans une école secondaire francophone de la région d'Ottawa. Ça fait une 15aine d'années. Jusque-là, ça va bien? 20aine d'années. Ah, donc, il va falloir que tu remettes à jour les informations sur ton blog. Là, ça fait 5 ans que tu as mis ça là. Ouais. Passionné par l'éducation, plus précisément par l'innovation, les approches pédagogiques du 21e siècle. Et tu es un des membres fondateurs des Ingénieux pédagogiques. Oui. Les ingénieux pédagogiques, c'est un podcast qu'on a parti il y a 5 ans avec il y a moi, Éric Parent, qui est un conseiller pédagogique d'un conseil scolaire à Ottawa, et Éric Dionne, qui est un professeur à l'Université d'Ottawa, spécialiste en évaluation des apprentissages. Puis ce qu'on fait, c'est qu'à chaque épisode, on prend un article de recherche en éducation, puis on décortique l'article, puis on essaie de voir quel lien qu'on peut faire avec ça en salle de classe. Donc, parce que souvent, on trouve qu'il y a comme un pont qu'il faut pour rejoindre ces deux mondes-là, si on veut. C'est vrai que malheureusement, souvent, sur le terrain, on ne se soucie pas assez de ce qui se fait à l'université. Puis à l'université, des fois, ils ont de la difficulté à nous rejoindre. Ouais. Créer ces liens-là, je pense que c'est un beau projet. Oui, puis en tout cas, on s'amuse beaucoup. Ces temps-ci, on a plus de difficultés à se réunir les 3 pour être capable d'enregistrer, mais c'est toujours quelque chose qui est vivant. Là. Super. Écoute, dans le billet de blog, là, ce qui compte le plus ne se compte pas, tu nous parles d'une discussion que tu aurais eue avec un Rémi. Là, tu lui donnes un nom fictif. Là. Est-ce que ce Rémi-là existait pour vrai? Pas je comprends bien qu'il ne porte pas ce nom-là, mais est-ce que ton billet est vraiment venu, a été provoqué par une discussion que tu as eue avec quelqu'un à ce moment-là? Absolument, oui. Oui, puis c'est quelqu'un que je me suis mis à jaser avec cette personne-là, puis elle m'a expliqué exactement cette situation-là, que
ça lui prenait une moyenne de 75 % à la faculté. Sinon, il allait être exclu de la faculté pendant une année complète. Ouais. Et là, on parle de la faculté d'éducation. Là, c'est quelqu'un qui faisait des études pour devenir prof. Ouais. Et là, ça t'a amené à réfléchir à pourquoi 75 %? Pourquoi pas 80 %? Pourquoi pas 70 %? Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. C'est une réflexion intéressante, là, parce que dans cette réflexion-là, tu parles du fait que, peut-être qu'on passe à côté du monde qui aurait bien du bon sens aussi. Bien, c'est ça. Puis c'était ça, le point de mon titre. Ce qui compte vraiment, ça se compte pas. C'est, oui, 75 % ça va peut-être mesurer un paquet de choses. Ta capacité à préparer des leçons, ta capacité, je sais pas moi, à écrire sans faute, à être capable de réussir un minimum de compétences mathématiques. Oui. Mais est-ce que ça mesure ta bienveillance? Est-ce que ça mesure ton amour pour les jeunes, ta persévérance? Tu sais, tous les intangibles, finalement, qui font qu'une personne devienne un bon enseignant. Et puis non seulement ça, là, mais en plus, si on va jusque-là, retournons du côté de l'université, parce que c'est l'université là, qui pose ce jugement-là pour établir ça. Lui, je le garde pas, là, 75 % là. On caricature un peu, là, mais c'est l'université qui fait ça. Mais du côté de l'université, ils ont eux-mêmes des tonnes d'études qui font la démonstration que l'élément qui fait la plus grande différence dans l'apprentissage d'un élève, c'est la relation que tu vas établir entre le prof et l'élève. Mais effectivement, comment je fais pour mesurer ça en pourcentage avec un test que je poserais, là? Bien, c'est ça. Puis la meilleure manière de le savoir, c'est que l'étudiant à la faculté aille faire des stages, aille s'imprégner, aille sur le terrain pour voir comment est-ce qu'il réagit finalement avec des vrais enfants. Puis là, bien, cette personne-là, notre Rémi, dans mon blog, on l'empêchait de faire ses stages à cause qu'il n'avait pas atteint cette note-là. Donc, c'est vraiment... c'est très difficile à comprendre, cette logique-là, parce qu'il ne peut pas s'améliorer si on l'empêche d'aller sur le terrain. Dans ton blog, dans cet épisode-là, tu fais aussi un parallèle. Je pense que c'était une idée qui venait d'un texte de quelqu'un d'autre, Malcolm Gladwell, si j'ai bonne mémoire. Tu fais un parallèle avec l'idée là, du recrutement qu'on fait quand recrutement, par exemple, là, pour la NFL, là, au football. Là, on repêche un corps arrière, puis c'est lui qu'on dit, lui, ça va être mon premier choix, puis le nombre de fois qu'on se trompe. Là. Bien, c'est ça. Puis c'est la même chose à la faculté d'éducation. En tout cas, moi, ça fait un petit bout que je suis allé, là, ça fait 20 ans. Puis... bien, tu sais, je voyais mes collègues étudiants à la faculté qui faisaient des beaux projets, ils remettaient des plans de leçons, c'était tout parfait. Ils ont eu des A+, ils ont gradué summa cum laude. Est-ce qu'ils sont devenus des meilleurs profs que moi? Peut-être, mais je pense pas. Tu sais, c'est ça qui est difficile. Malcolm Gladwell nous disait dans son article, puis c'est un article qui date de 2008, là, que justement, les écoles ont un problème de quarterback, ont un problème de corps arrière. Parce que on ne sait pas, dans une classe de la faculté d'éducation, qui va devenir un bon prof parce qu'il y a tellement d'intangibles qu'on n'est pas capable de mesurer. Donc, on a avantage de mettre le plus possible de ces gens-là qui ont la volonté de devenir des enseignants rapidement dans des situations où on va être capable de le mesurer. Puis la seule situation qui existe où on est vraiment capable de le mesurer, ben c'est dans la classe avec des élèves. Là. Il faut qu'on... C'est un peu le sujet de ton blog aussi. Là. Tu parles de quelle place on accorde au stage, de quelle manière on aborde tout ça. Est-ce que le modèle est encore à jour? Tu sais, le modèle de stage qu'on a aujourd'hui est encore à jour? Puis, oui, puis tu sais, pour devenir un prof expert, ça prend la répétition de milliers de... Parce que dans une journée, un enseignant, il va accomplir des milliers de petits gestes. Ça peut être de juste le petit regard vers la fille qui jase tout le temps pendant que je suis en train d'enseigner. Juste un regard. Ah, OK, on se comprend. C'est juste des petits gestes comme ça. Aller questionner un élève, la manière de questionner, quand je vais questionner. Donc, il y a tellement de petites choses qu'on ne se rend même pas compte qu'on fait, mais qu'on développe au fur et à mesure qu'on développe notre expertise comme enseignant. Puis ça se fait juste sur le terrain. Tout à fait. C'est des apprentissages qu'on ne peut pas faire ailleurs. Et si on n'a pas la possibilité
d'espionner. Moi, j'appelle ça espionner. J'invite toujours les jeunes profs à venir espionner dans ma classe. Là. Moi, je dis toujours, ma classe est ouverte. Il y a toujours une place, une chaise, un bureau. Viens t'asseoir. Puis après, pose-moi des questions. C'est pas juste pour voir comment moi, je suis bon. Là. C'est pas ça la question. C'est, viens observer ce que je fais. Puis après ça, dis-moi, bien, comment tu réagis quand je pose tel geste? Quelle question ça t'amène? Est-ce que tu te demandes pour quelle raison j'ai dit telle chose à tel moment? Et c'est la discussion qu'on va avoir après qui est super pertinente. Puis après, bien, à l'inverse, la personne t'ouvre la porte de sa classe, tu t'en vas t'asseoir, puis là, tu peux avoir les mêmes discussions. Tu peux questionner, tu peux poser des regards sur des choses qu'on n'aurait pas vues. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, être un bon enseignant, c'est un peu comme devenir humoriste. Tu sais, les humoristes, là, ils peuvent écrire des blagues, ils écrivent des jokes sur leur ordinateur, mais ils n'ont aucune... Ils savent pas si c'est drôle tant qu'ils ne l'ont pas fait devant un public. Puis le feedback, tu peux demander à ton ami de relire tes jokes. « Hey, c'est-tu drôle ça? » Il va te dire « Oui, mais si tu arrives devant un public, personne rit, ben c'est pas drôle. » Tu sais, donc, être un prof, c'est un peu la même affaire. C'est les élèves qui te donnent le feedback, qui te donnent la rétro, puis... c'est là que tu vois, OK, ma leçon, elle fonctionne-tu? Pourquoi que ma leçon ne fonctionne pas? Pourquoi que les élèves ne sont pas engagés? Pourquoi qu'ils n'écoutent pas? Pourquoi qu'ils ne comprennent pas? Puis, c'est un paquet de choses à apprendre, à se questionner. Puis, c'est le genre de choses que, oui, si dans une faculté d'éducation, on peut t'aiguiller, essayer de t'aiguiller pour te dire, OK, ben ça, je pense pas que ça fonctionnerait, mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas devant des vrais élèves, c'est difficile de... Il y a des modèles de formation ailleurs qui sont un peu différents. Là. Moi, j'ai entendu parler dernièrement, j'ai fouillé beaucoup ça. Puis là, en France, il y a des modèles comme ça qui sont développés, qui seraient spécialement intéressants à importer ici. Là. Des modèles qui sont proches de ce qu'on fait déjà du côté des pays scandinaves, c'est-à-dire des enseignants, des jeunes enseignants que... Quand ils commencent à travailler, ils sont pairés avec des enseignants, mais je ne parle pas juste de mentorat, là. Il y a quelqu'un dans la classe avec eux autres, mais de façon très régulière pendant une longue période au début. Là. Ouais. Et il y a des interventions. Et les gens qui sont dans la classe, c'est les gens de l'université. Alors, au lieu que l'enseignement se fasse en grand groupe, il y en a de l'enseignement qui se fait en grand groupe, évidemment, mais il y a une partie où c'est l'université qui va mener des recherches directement sur le terrain. Et en même temps qu'ils mènent leurs recherches sur le terrain, ils sont dans la classe à observer. Et là, il y a un travail d'équipe qui se fait. Là. Il me semble qu'on est plus près de quelque chose de gagnant si on va vers quelque chose comme ça. Oui, une genre de classe laboratoire, si on veut. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Oui, puis c'est des choses que, tu sais, on pourrait s'inspirer de qu'est-ce qui se fait en médecine, par exemple, avec les résidents en médecine qui suivent un médecin, qui vont l'observer, qui vont un peu devenir en observant. En tout cas, on est d'accord pour dire qu'il y a minimalement une réflexion à faire, là, une remise en question, pas que tout est à jeter à la poubelle. Là, puis je voudrais pas qu'on donne l'impression qu'on condamne les facultés d'éducation. Moi, je regarde par chez nous à l'Université Laval, ça a beaucoup évolué là, entre les années 90 où moi j'étais là, puis ce qui se passe maintenant, là, la gang qui sont là présentement, je pense à Nancy Godreau, entre autres, qui est là avec l'UMR Synergia. Ils font des affaires fantastiques, puis il y a beaucoup de choses qui se développent. Ils sont beaucoup plus sur le terrain, mais on a besoin de brasser cette soupe-là un peu partout, puis d'améliorer les choses, je pense. Oui, puis je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec quand j'expliquais mon balado, ça prend plus de synergie entre le milieu universitaire et le terrain en salle de classe. Si on avait plus d'enseignants de salle de classe qui allaient donner qui avaient des charges de cours à l'université pour amener la réalité du terrain, là, tu sais. Super. Écoute, il me reste un petit sujet que tu abordais là, vers la fin de ton article, là, où tu parlais d'intelligence artificielle. Tu faisais le lien avec ce que Federico Puebla dit. Federico qu'on adore, là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, là, sur... Comment tu vois ça, la place de l'intelligence artificielle en lien avec ce qu'on peut faire en formation des maîtres, puis dans nos classes, là, de quelle manière on peut imaginer que ça va pouvoir s'implanter? Bien, en fait, j'ai pas vraiment de réponse. Je soulevais un paquet de questions auxquelles j'ai pas vraiment les réponses parce que, tu sais, on disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'intangibles que les
un bon prof développe, comme sa bienveillance, sa persévérance, etc. Puis je me disais, tu sais, un jeune prof, là, ça passe des heures et des heures à développer des plans de cours, ça développe des leçons, des activités, puis un paquet d'affaires. Puis là, ils se couchent à 10-11 heures le soir, ils arrivent le lendemain, ils sont brûlés, ils n'ont pas l'énergie pour livrer leurs leçons, puis là, c'est un cycle qui recommence, puis on a des enseignants qui, après quelques années, décident que finalement, l'enseignement, c'est pas pour moi, c'est bien trop de travail. Puis, il y a des burn-out, etc. Oui, tout à fait. Ah oui, écoute, le nombre de nouveaux profs qu'on perd en dedans des 5 premières années, c'est énorme, là. Puis, effectivement, les conditions de travail ont été améliorées au niveau de la rémunération. Au Québec, en tout cas, là, on a fait beaucoup de chemin par rapport à ce qui était à faire. Là. Ça, il faut le reconnaître. Là. Mais dans nos façons d'accueillir, dans nos façons d'intégrer ces nouveaux enseignants-là, dans nos façons de leur attribuer des tâches pour que ce soit viable puis réalisable comme parcours, que ce soit accueillant, je pense qu'on a encore du chemin à faire. Oui, parce que il devrait avoir plus de partage entre les profs chevronnés puis les nouveaux profs. Il y en a, ça se fait dans certains milieux, mais ça dépend, c'est du cas par cas. Si le prof est prêt à partager, puis ça devrait être une pratique plus répandue. Parce que ces profs-là, ils ont développé des leçons, ont développé des projets qui répondent au contexte, à leur milieu. Bien, pourquoi pas les utiliser? Parce que ça sauverait du temps à tout le monde. Et ensuite, le nouveau prof, il peut voir, ça a l'air de quoi, une bonne tâche, un bon plan de cours dans ce milieu-là, dans ce contexte-là. Tout à fait. Bien, écoute, Alexandre, un grand merci d'avoir pris du temps pour venir jaser avec moi au kiosque de Balado Pédago aujourd'hui. Je tiens à dire aux gens que s'ils veulent te lire, ton blog est disponible où tu as quand même beaucoup de publications là, autour de la pédagogie, de l'innovation pédagogique, etc. Oui. Et on peut t'entendre, évidemment, sur le podcast des ingénieux pédagogiques. Oui, bien, merci de l'invitation, puis ça a été une super bonne rencontre. Merci. Merci, à la prochaine.